Donc bonjour à tous déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis arrivé en juin dernier au Drive. Je suis arrivé dans le pôle mobile en tant que développeur Android. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc une introduction au deep learning avec notamment l'outil qui s'appelle TensorFlow dont vous avez déjà entendu parler tout à l'heure. Alors cool, ça marche. Alors la première chose à parler quand on parle de deep learning, c'est d'abord de parler de machine learning. Alors machine learning, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Et le machine learning consiste dans sa globalité à entraîner un ordinateur, à entraîner un programme, à résoudre un problème donné en lui injectant une grande quantité de données. Et il va s'entraîner dessus pour à la fin arriver au résultat escompté. Alors le machine learning, c'est relativement vaste. On peut inclure dedans la régression linéaire ou non linéaire. On peut parler de filtres bayésiens. C'est notamment utilisé, c'est notamment utilisé pour la détection des spams. Mais on va surtout parler de réseaux de neurones artificiels, qu'on va appeler ici ANN, c'est un peu plus court. Alors, donc vous voyez déjà que le deep learning est une sous-partie du machine learning, et en fait, le deep learning va fortement se baser sur les réseaux de neurones artificiels. Alors, qu'est-ce qu'un réseau de neurones artificiels? Alors, ça vient à la base de l'étude du cerveau, où on s'est rendu compte que notre intelligence venait de neurones qui étaient donc fortement connectés entre eux, mais aussi séparés en différentes couches. Et on a essayé de faire une analogie avec ça, on a reproduit ça dans nos ordinateurs, et on a reproduit une architecture qui est également formée de neurones connectés entre eux, fortement connectés entre eux, et qui sont également répartis en différentes couches. Alors on a la couche d'entrée, ici, on a la couche de sortie, et au milieu on a des couches intermédiaires, qu'on appelle des hidden layers. Il peut y en avoir plusieurs. Et on va parler notamment de deep learning quand le nombre de couches intermédiaires est supérieur ou égal à 2. Donc on voit encore une fois que c'est une sous-partie du machine learning. Quels sont les avantages des réseaux de neurones? Alors déjà, ils sont puissants, dans le sens où ils peuvent répondre à des problématiques complexes, parfois même meilleures que l'homme. Typiquement, je ne sais pas, reconnaître des mots, reconnaître des images. Ce genre de choses, l'homme est plutôt fort, mais des réseaux de neurones peuvent être tout aussi forts, voire plus. Ils sont adaptables dans le sens où ils peuvent répondre à un grand nombre de problématiques. Et encore, je suis persuadé qu'on n'a pas trouvé tout ce qu'on peut faire avec les réseaux de neurones aujourd'hui. Alors par contre, ils viennent quand même avec quelques problèmes. Un des plus gros problèmes, c'est qu'ils sont coûteux en temps CPU, vraiment très coûteux. Ils demandent un grand nombre de données pour pouvoir s'entraîner. Ils sont relativement complexes à comprendre et à mettre en place. Et il y a un risque qu'on appelle un risque d'overfitting. Alors typiquement, c'est quand j'entraîne un réseau de neurones avec un jeu de données particulier. Et en fait, il va s'entraîner longtemps avec celui-là, il va devenir très très fort pour répondre à un problème avec ce jeu de données. Mais dès qu'on va le mettre dans le monde réel, dès qu'on va l'exécuter dans le monde réel, avec d'autres données, il ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il aura été entraîné vraiment pour ce modèle. Il va calquer son fonctionnement à ce modèle et il sera trop spécialisé et pas assez générique. Donc ça, c'est un problème qu'on a avec les réseaux de neurones. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a quand même quelques solutions à ces trucs-là. Typiquement, pour le CPU, on va pouvoir utiliser les cartes graphiques de nos jours. Ça soulage fortement le CPU, c'est même beaucoup plus rapide. Alors pour la quantité de données, c'est d'Internet. Des sociétés comme Apple, Google n'ont aucun problème pour avoir des quantités de données énormes. Pour la complexité de nos jours, il y a quand même des API qui simplifient l'utilisation des machine learning. Donc ça, c'est cool. Et pour l'overfitting, il y a des solutions qui existent, je vais vous en présenter au moins une par la suite. Alors, des réseaux de neurones, il faut savoir qu'il y en a plein. Alors, je vais vous éviter un mal de crâne et je ne vais pas tous vous les présenter, déjà parce que j'en suis incapable. Mais vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même qui sont très connus et qui rendent le machine learning un peu populaire aujourd'hui. On va commencer par le classifier. Alors, il porte bien son nom. Le classifier, il va chercher à classifier. Donc là, typiquement, j'ai un exemple ici. Je vais entraîner mon réseau de neurones avec des chiffres écrits à la main. Et lui, il va catégoriser une nouvelle image, un nouveau chiffre que j'ai écrit à la main. Et il va me sortir si c'est un 0 ou un 1 ou un 9, etc. etc. Donc encore une fois, il va catégoriser, classifier. Il peut aussi reconnaître par exemple des images de fruits. Il va me dire si c'est une pomme, une poire ou autre. Il peut reconnaître, je ne sais pas moi, un mot et m'écrire ce mot. Enfin, ce genre de choses. Il y a aussi un autre ANN qui est assez fameux, qu'on appelle CNN, c'est le Convolutional... pardon,
C'est le Convolutional Neural Network. Et celui-là est spécialisé dans la reconnaissance des images. Mais contrairement au précédent, il va notamment reconnaître des sous-parties d'une image. Et ça, c'est donc très souvent utilisé en ce moment pour reconnaître les visages, les personnes dans des photos, ce genre de choses. Enfin, je vais finir par un des plus connus aussi, qui s'appelle le Recurrent Neural Network, ou RNN. Et celui-là est spécialisé dans l'analyse des données séquentielles. Ça va être donc des données qui sont liées à leurs précédentes données. Typiquement, ça peut être utilisé pour analyser des courbes en fonction du temps. Ça peut être aussi utilisé pour la reconnaissance vocale. C'est après tout une suite, une séquence de mots, et connaître les mots précédents peut aider à deviner le mot suivant. Donc ça, c'est typiquement des usages du RNN. Alors maintenant, toujours dans la théorie, je vais vous montrer comment on peut entraîner un réseau de neurones, parce que j'imagine que pour vous, c'est encore un peu abstrait. Alors, un réseau de neurones, comme je vous l'avais dit, c'est donc des neurones fortement connectés entre eux. Et la première chose qu'on va faire quand on veut entraîner un réseau de neurones, c'est déjà de lui injecter les données d'entrée. Alors ici, c'est des données un peu bidons, hein. Mais donc je lui donne 3 données d'entrée. Et je vais mettre une pondération aléatoire sur chacune de mes relations entre mes neurones. Donc vous voyez des chiffres, hein, tout ça, ça a été mis de manière un peu aléatoire. D'ailleurs, c'est incrémental ici. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma première étape, je passe à la seconde étape, ce qu'on appelle la forward pass. Et en fait, je vais essayer de calculer la valeur de mes neurones à partir des valeurs d'entrée et des pondérations. Donc là, ça va être un calcul mathématique assez simple. Donc je remplis les valeurs à l'intérieur en fonction de la pondération et de la valeur d'entrée. Donc c'est une formule mathématique, je vous épargne les détails. Mais bon, globalement, c'est assez simple. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une comparaison avec la valeur qu'on attend réellement. Quand on l'entraîne avec la connaissance de la valeur souhaitée. Et là, on va comparer ça avec ce qu'on obtient ici. Et on va voir que forcément, il y a un delta. On va essayer de calculer l'erreur. Et une fois qu'on a trouvé l'erreur, on va essayer de corriger notre graphe, notre réseau de neurones, avec la phase qu'on appelle le backpropagation ou backward pass. Et là, ce qu'on va faire, alors ça ne va pas être très très visible, je suis désolé, mais en gros, on va changer les poids pour essayer de mieux répondre, pour essayer de se rapprocher de la valeur expectée. Donc typiquement, voilà, là j'ai changé quelques valeurs ici, ici et ici. Et voilà, j'espère que ça va être un peu plus efficace au tour d'après. Et je recommence. Et à force de recommencer, donc mes pondérations vont changer. Et au bout d'un moment, je vais me rapprocher de la valeur finale voulue. Donc c'est comme ça qu'on entraîne un réseau de neurones. Alors ici, c'est un exemple relativement simple. Il y a relativement peu de neurones, il n'y a qu'une seule couche intermédiaire. Les données d'entrée sont très simples. Mais bon, vous voyez le principe, vous pouvez étendre ça à des réseaux de neurones très très grands. Alors, maintenant, je vais vous parler de la pratique. Comment on fait ça? Alors, il y a différents outils qui existent, il y en a eu plein depuis des dizaines d'années. Malgré tout, depuis ces dernières années, ça explose un peu. Et notamment, en 2015, il y a Google qui a sorti TensorFlow en open source. Et donc, vous voyez que c'est déjà récent, en 2015. Et vous voyez que maintenant, on entend parler de TensorFlow un peu partout. Ils ont réussi en peu de temps à se faire une grande popularité. C'est un des plus populaires, voire le plus populaire. Il est à la fois très générique, il permet de faire plein de trucs, pas que du deep learning. D'ailleurs, ça a peut-être un lien avec la présentation que vous avez vue précédemment sur les graphes. Malgré tout, je ne vais pas en parler et je ne m'y connais pas très bien. Donc moi, je vais me focaliser sur le deep learning. Alors, TensorFlow, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, TensorFlow, c'est un moteur de distribution, c'est un moteur d'exécution distribué. Il peut s'exécuter sur un ou plusieurs CPU ou GPU. C'est ça qui fait sa force et sa rapidité. Donc, ça permet à des sociétés comme Google de l'exécuter sur un énorme parc de machines de serveurs. Ça peut aussi s'exécuter sur ce qu'on appelle des TPU, qui sont des Tensor Processing Units. Alors, imaginez que c'est des cartes graphiques spécialisées pour le machine learning. Ça peut s'exécuter aussi sur des plateformes mobiles, Android en tête, c'est fait par Google, mais aussi sur iOS et sur le cloud de Google. Une fois qu'on a ça, on a la base, et par-dessus, il y a différentes API pour l'exploiter. Alors, il y a les plus classiques, C++, Java, Go, mais l'API la plus importante, c'est le Python. Pourquoi? Parce que c'est le langage de prédilection de ceux qui font du machine learning. Et
Et donc c'est la plus grosse API, celle qui contient le plus de trucs. Par-dessus ça, on peut trouver des API qu'on appelle haut niveau, high level, qui vont simplifier ou tout simplement qui ont pour but d'attirer des développeurs qui viennent d'autres outils. Alors il y en a plusieurs, Learn, Estimator et encore il y en a d'autres. Mais moi je vais me focaliser sur Keras aujourd'hui. Keras qui est une API vraiment très très simple, assez facile à comprendre, à utiliser, et qui a notamment l'avantage de pouvoir s'exécuter sur plusieurs moteurs d'exécution, donc TensorFlow, mais aussi d'autres. Vous avez peut-être entendu parler de CNTK de Microsoft. Keras va pouvoir s'exécuter sur CNTK de Microsoft. Donc voilà. Alors, TensorBoard, c'est aussi un outil qui vient avec TensorFlow et qui permet de simplement visualiser son réseau de neurones, ce qu'on appelle le graphe. Et donc ça permet de voir un peu comment ça fonctionne et s'il y a des anomalies, essayer de diagnostiquer un peu le truc. Alors il y a plein de données, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà, c'est l'idée. Alors à installer, c'est assez facile. Il suffit d'avoir Python installé sur sa machine. Et la façon la plus basique d'installer TensorFlow, c'est tout simplement en faisant un pip install TensorFlow et TensorBoard. Alors il y a des méthodes d'installation un peu plus complexes, notamment si vous voulez utiliser des cartes graphiques, il va falloir peut-être compiler vous-même TensorFlow. Mais bon, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà commencer à jouer avec. Alors maintenant, je vous propose un petit exemple. Je vous propose d'essayer de devenir riche en essayant de prédire le prix du Bitcoin avec les RNN. Alors, pourquoi les RNN? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Les RNN sont spécialisés dans l'analyse des données séquentielles et notamment des données liées par le temps. Donc, typiquement, une courbe de prix de Bitcoin, c'est parfait pour ça. Alors, je vais utiliser encore une fois Keras, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour la simplicité. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première étape, c'est de préparer mon jeu de données pour l'apprentissage. Alors ici, vous voyez peut-être ici, j'ai un petit fichier CSV qui contient 500 valeurs du prix du Bitcoin sous forme de pourcentage d'augmentation par rapport à la valeur précédente. Ce n'est pas le prix du Bitcoin en soi, mais c'est en forme de pourcentage d'augmentation. Ça simplifie un peu l'utilisation dans le machine learning. Une fois que j'ai ça, je vais le découper en plein de petits morceaux de 10 éléments. Et tous ces petits morceaux, toutes ces séquences de 10 éléments, je vais les mettre dans ma variable y, ici. Et dans ma variable x, pardon. Et dans ma variable y, je vais mettre la valeur d'après la séquence. Ça va être la valeur que je vais devoir essayer de prédire. Ça va me servir à entraîner mon modèle. Donc une fois que j'ai fait tout ça, j'ai donc ma liste de séquences de 10 éléments dans X et ma liste de valeurs voulues, valeurs souhaitées dans Y. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à créer mon graphe, créer mon réseau de neurones. Et je vais créer couche par couche. La première couche va être une couche de type RNN. Alors vous voyez ici écrit GROU. Sachez que GROU, c'est tout simplement un sous-type d'un RNN, sans rentrer dans les détails. Donc je vais créer une couche de RNN avec 100 neurones. Et je vais rajouter ce qu'on appelle un dropout derrière. Alors le dropout, qu'est-ce que c'est? Le dropout, ça va tout simplement me permettre d'effacer aléatoirement 10% des valeurs que cette première couche me génère. Le seul but de ça, c'est d'éviter l'overfitting, comme je vous ai parlé au début. L'overfitting, c'est quand on est trop spécialisé, quand on s'attache trop aux données qu'on a. Là, je vais rajouter une partie d'aléatoire dedans. Ça va me rendre un peu plus générique et ça va me permettre de mieux fonctionner sur des données venant de l'extérieur après. Donc j'ai créé ma première couche et ensuite je crée une seconde couche ici, toujours de type RNN avec un dropout de 10%. Et enfin une troisième couche qui va me servir à donner ma sortie. Une fois que j'ai fait ça, je finalise mon modèle ici avec un compile. Et ça va tout simplement dire que, ok, j'ai mon modèle et maintenant je veux essayer de trouver le taux d'erreur. Alors je vais expliciter comment je calcule mon erreur et savoir comment je l'optimise. Donc sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs sortes de méthodes de perte possibles et d'optimiseurs. Mais bon, celles-là sont relativement courantes. Alors là, j'ai quasiment fini. Maintenant, j'ai plus qu'à entraîner mon modèle. Donc je vais faire un fit avec mes données d'entraînement. Et je vais lui donner d'autres options comme le nombre de fois que je vais itérer pour l'entraîner. Typiquement, là, j'itère 5 fois.
Et je lui donne aussi une callback qui est nommée ici TensorBoard. Et en fait, avec le code du dessus, ça va tout simplement me permettre d'afficher dans TensorBoard mon apprentissage, ma progression. Donc là, on voit que mon taux d'erreur diminue. Donc c'est une bonne chose. Et voilà, j'ai quasiment fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de faire une prédiction en vrai. Donc je vais lui donner un ensemble de données que j'ai écrites à la main. Elles sont complètement bidons. Mais je lui donne un ensemble de données. Je vais lui demander d'essayer de me prédire, OK, tu as ça en entrée. Quel est le futur? Quel est le prix du Bitcoin à l'itération d'après? Donc je lui demande de faire un predict avec cet ensemble de données un peu bidon. Et il me donne une prédiction. Alors là, je vois que ça va augmenter de 0,4%, presque 0,5%. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est un modèle assez naïf, dans le sens où, déjà, je lui donne que 10 valeurs, c'est un peu court. Je lui donne aussi que le prix. Il faudrait que je lui donne, par exemple, la quantité de Bitcoin disponible, etc., etc. Je pourrais lui donner plein d'autres valeurs qui peuvent l'aider à essayer de deviner. Malgré tout, ça vaut ce que ça vaut, et vous voyez qu'en quelques lignes, j'ai fait une prédiction qui donne quand même une base relativement solide. Donc voilà, je suis content. J'ai fait ma première prédiction, et après, mon modèle, je peux le réutiliser. Je peux le sauvegarder dans un checkpoint, si j'ai envie, et je vais pouvoir le réouvrir, ce checkpoint, le restaurer, et continuer mes entraînements, avec des nouvelles valeurs, par exemple. Donc c'est pas gravé dans le marbre, je peux continuer d'améliorer petit à petit au fur et à mesure. Je vais aussi pouvoir sauvegarder mon graphe dans un fichier .pb, ce qui va tout simplement me permettre de l'utiliser dans une autre application et faire des prédictions dans une autre application. Typiquement dans une application mobile, dans une application client lourde, ce que vous voulez. Vous pouvez intégrer un modèle entraîné en Python et l'utiliser en C++, en Java, ce que vous voulez. Donc on voit que c'est assez puissant. Alors, vous avez déjà vu quelques difficultés. Alors le code était relativement simple. Malgré tout, il faut réussir à obtenir des bonnes données. Et ça, c'est pas simple. Il faut réussir à designer son réseau de neurones. Et encore une fois, ça c'est peut-être la partie la plus compliquée, parce qu'il faut savoir quelle couche utiliser. Est-ce que vous mettez du dropout ou pas? Comment vous calculez votre taux d'erreur? Enfin, il y a pas mal de choses comme ça à designer. Et c'est la partie où il faut faire un peu de recherche. Et beaucoup de tests. Faut éviter l'overfitting, comme je vous ai présenté précédemment. Donc on peut le faire avec des dropout, il y a d'autres solutions. Et il faut aussi jouer avec les hyperparamètres. Alors ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est tous les paramètres qui nous permettent de customiser un peu le réseau, comme le nombre de neurones, le pourcentage de dropout. Et il y a plein d'autres paramètres que je ne vous ai pas forcément montré ici. Mais tous ces paramètres sont customisables. Et jouer avec eux, ça peut prendre du temps. Et savoir quelle est la bonne combinaison, c'est pas si simple que ça. Malgré tout, pour apprendre ça, moi je vous conseille quand même de lire ce bouquin. J'ai essayé d'apprendre au début avec des vidéos. C'est pas très explicite, c'est pas très simple. Ce bouquin, il a le mérite de vous apprendre la théorie au début. Et ça, c'est vraiment pratique après pour comprendre ce que vous faites. Donc voilà, je vous remercie. Alors je voulais juste dire un dernier mot. Donc je vous ai parlé des problèmes. C'est vrai. Je pense que si vous essayez, vous allez quand même potentiellement vous casser les dents un peu. Ça m'est arrivé. Ceci dit, sachez que le machine learning et le deep learning a vraiment le vent en poupe en ce moment. On peut l'utiliser dans plein de domaines, vraiment plein, et de plus en plus. On peut imaginer qu'Outdrive, on l'utilise. Pourquoi pas, par exemple, pour faire de la recherche sur des images, comme le fait Google. On peut rechercher chat, et ça me sort toutes les images qui contiennent un chat. Il y a plein d'autres applications possibles, et c'est vraiment très puissant, ça demande juste un peu de force de calcul. Mais voilà. Et surtout, j'ai envie de dire, ce domaine, il est vraiment passionnant. Moi-même, je n'estime pas être un expert. Je me suis un peu cassé les dents, comme je vous ai dit, dessus. Malgré tout, ça m'a passionné. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu donné envie d'aller plus loin, de regarder ça un peu de votre côté, et de jouer avec, tout simplement. Voilà, merci.